Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Éric-Antoine. Bonjour Lisa Marie. Vous êtes le magicien le plus connu de France, en univers à vous tout seul. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Éric-Antoine, vous avez grandi à Enghien-les-Bains durant une partie de votre enfance, une vie plutôt douce à quelques kilomètres de Paris. Vous allez à l'école à pied, vous pratiquez l'aviron et à l'âge de 7 ans, vous découvrez la magie. C'est à l'occasion de l'anniversaire de votre maman qu'un magicien vient faire l'animation, sauf qu'il est venu pour les adultes. Ça se passe le soir et on vous a forcé à aller vous coucher avec votre frère, mais vous ne l'entendez pas de cette oreille. Pas question de rester dans votre chambre. Vous vous cachez sous la table pour assister au spectacle et vous êtes subjugué par ce magicien. Vous adorez ses tours, bien sûr, et aussi le fait qu'il réunisse tout le monde autour de lui, qu'il fasse rire et qu'il capte l'attention. Oui, absolument. En fait, j'avais une famille qui était un peu en guerre de religion. C'est-à-dire la moitié, c'était des cathos, l'autre moitié des protestants. La moitié venait d'un milieu très populaire, agriculteur, ouvrier, l'autre moitié, docteur, ingénieur et tout. Et donc, les repas de famille, c'était des catastrophes. C'était les nuits de la Saint-Barthélemy bis. C'était d'une violence. Il n'y avait aucune idée politique commune, aucune idée sociale commune. Et ce type, en venant ce jour-là, je trouve que ce qui était le plus magique, alors je le réfléchis aujourd'hui comme ça, évidemment à 7 ans, je n'avais pas cette réflexion, mais ce type a réuni les gens autour de la surprise, justement, de ces ruptures de rythme de la réalité. Et je trouvais ça absolument étonnant. Vous vous mettez donc à la magie. Le premier tour que vous apprenez, c'est celui du pouce où vous enfoncez des aiguilles. Il y a aussi votre maman. Je le connais même pas. C'est quoi ce tour? C'est un truc avec une patate. Avec et tu mets une pomme de terre, ouais. une pomme de terre. Tu mets ton pouce sous un torchon. Et en fait, au moment où tu glisses ton pouce sous le torchon, tu glisses un morceau de patate qui ressemble à ton pouce sous le torchon. Et tu mets des aiguilles dedans. Donc c'est un truc de fakir et tout. Ouais. Il y a aussi votre maman qui aime vous faire un tour, celui de l'allumette qu'elle coupe en deux. Elle la glisse dans une serviette et quand elle déplie la serviette, l'allumette est entière. Ouais. Magique. Non, ouais, c'est une espèce de résurrection. Je trouve ça assez beau. C'est un voyage dans le temps aussi, puisque tu donnes au spectateur une serviette avec dedans l'allumette, le spectateur casse l'allumette en plusieurs morceaux et tu ouvres la serviette et l'allumette est reconstituée. Et en fait, le trucage, c'est que dans la doublure de la serviette, tu mets une deuxième allumette et c'est celle-là que le spectateur casse. Mais je trouve cette illusion très intéressante parce qu'elle raconte quelque chose de l'ordre du passage du temps, de la résurrection. C'est quand même un tour biblique, quoi. Donc j'aime bien ça. Pas du tout magique. En revanche, lorsque vous décidez de quitter la maison à l'âge de 8 ans pour suivre la jeune fille au père qui arrive à la fin de son contrat, vous refusez son départ. Et quand vous la prenez, vous montez dans votre chambre, vous préparez un baluchon avec une brosse à dents et votre doudou quand même. Et là, vous êtes prêt à fuguer. Ouais, et mes bretelles. Et des bretelles. Bretelles, doudou, brosse à dents. Et j'étais parti pour suivre. Les essentiels. Ouais, les trois essentiels. Ouais. Éric-Antoine, côté scolaire, vous vous sentez souvent décalé, vous vous ennuyez à l'école. En CP, l'instituteur écrit comme appréciation « bon élève, mais pas scolaire ». À l'âge de 10 ans, pendant que certains lisent Tintin, vous tombez sur le complexe du homard de Françoise Dolto qui traîne sur le bureau de votre maman psychothérapeute et vous vous plongez dedans, ça vous passionne. Ça raconte quoi le complexe du homard? C'est en fait toute l'adolescence. C'est la notion de le changement de carapace. C'est le moment où tu changes de taille, de corps, de tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu tôt pour le lire à 10 ans. Mais oui, il y avait un décalage. C'est marrant parce que mon fils aîné est HPI, a été diagnostiqué, a sauté une classe, a sans doute sauté une deuxième. Et c'était une époque, je pense que on ne comprenait pas du tout la différence, que ça soit les cancres ou que ça soit les HPI. Enfin, c'était vraiment une scolarité par le milieu où on ne comprenait pas les enfants singuliers. Et donc j'ai eu une scolarité très dure, vraiment. Ça a été très dur à l'école. Éric-Antoine, l'hiver comme l'été, vous partez en vacances dans la vallée de Chamonix, fief de votre famille maternelle. Et comme vous ne faites rien comme les autres, quand tout le monde fait du ski, vous choisissez un sport qui se pratique peu à l'époque sur les pistes, le surf des neiges, le snowboard. Ouais, mais j'en ai pas fait temps. Mon grand-père était chasseur alpin, ma mère était championne de ski, elle était dans l'équipe olympique italienne, c'était des grands skieurs, et donc j'essayais de les suivre tant bien que mal, quoi. C'était pas facile. À l'adolescence, vous déménagez à Paris, et là vous découvrez un magasin, pas n'importe quel magasin, Mayette, dans le 5e, la plus ancienne boutique de magie du monde, la caverne d'Ali Baba pour tous les magiciens, et évidemment, très vite, ça devient votre repère. Oui, ça et une autre boutique qui s'appelait Paris Magique, et c'est vrai que c'est deux lieux où j'ai passé beaucoup de temps adolescent à regarder, à essayer à économiser du pognon pour acheter un nouveau bouquin, un nouveau tour. C'était un refuge de l'imagination. Ouais.
Vous prenez aussi des cours de magie que vous répétez pendant des heures. Et même si ça vous passionne, Éric-Antoine, vous n'imaginez pas faire de la magie votre métier. Après le bac, vous entrez en fac de médecine, plutôt pour faire plaisir à vos parents. Vous suivez des cours de théâtre en parallèle. Ça vous épanouit plus que les cours de médecine où vous vous tapez la tête contre le mur quand vous perdez des cours. Au sens propre. Ouais, bah, tu sais, c'est les angoisses d'étudiants. Tu penses que la vie, c'est de tout savoir par cœur. Enfin, j'ai mis tellement d'années à désapprendre ce que l'école m'a appris. C'est vraiment le métier d'artiste, c'est vraiment autre chose, que c'est une autre manière de regarder le monde. C'est finalement aller vers soi, et on nous apprend tous depuis l'enfance à aller dans la moyenne, mais le parcours d'un être humain épanoui, il n'est pas là. Vous connaissez la différence entre un polytechnicien et un élève de médecine? Allez-y. On dit au polytechnicien, il faut que tu apprennes le dictionnaire. Le polytechnicien, il dit, pourquoi faire? Et on demande à l'élève de médecine, il faut que tu apprennes le dictionnaire. Il dit, c'est pour quand? Ouais, c'est exactement ça. Vous étudiez finalement la psychologie tout en continuant le théâtre. Et puis, vous commencez à travailler dans l'événementiel. Vous vous retrouvez à faire des animations dans les supermarchés. Vous faites apparaître des saucissons pour promouvoir une célèbre marque. Vous vendez des yaourts, mais aussi du papier hygiénique. Oui, c'est vrai. Ah non, mais j'ai fait des trucs de dingue. J'ai fait la lessive extra avec ces boules rouges, principe actif qui font disparaître les taches. J'étais en tête de gondole, hein, comme on dit, et je faisais des petits tours de magie pour vendre des produits de Caprice des dieux aux couches Téna, les couches de gériatrie, où je faisais disparaître l'eau pour montrer à quel point les courses étaient absorbantes, la bouffe pour chat Purina. Ah oui, j'ai fait des galas, comme tout le monde, hein, j'ai bouffé. Bien sûr, il fallait bouffer, quoi. Voilà. Un jour, on vous demande de clôturer une conférence avec un spectacle sur le thème de l'illusion en présence d'un grand psychiatre et d'un philosophe. Vous écrivez un numéro qui deviendra la matière première de votre tout premier spectacle, réalité ou illusion? Absolument. J'y étais un peu le trublion, c'est-à-dire il y avait Comte Sponville et un neurochirurgien, et c'était l'époque de la tomographie où on commençait à faire la topographie du cerveau, disant chaque zone est spécifique, certaines vont être les visions religieuses, d'autres l'humour, etc. Et puis, ils m'ont demandé, du point de vue de l'illusionniste, de parler justement de la perception du monde. Et j'avais écrit un premier truc, c'est la première fois que je me suis fait marrer, et je me suis dit, tiens, là, il y a un spectacle. Il y a un truc. Ouais. Votre passage dans la première saison de l'émission Incroyable Talent vous révèle au grand public. Vous jouez alors au théâtre Trévis à Paris, et le lendemain de votre passage à la télévision, le spectacle affiche complet. 2 ans plus tard, vous rentrez dans le Salon des Français le dimanche aux côtés de Michel Drucker sur le canapé rouge de Vivement Dimanche. Ouais. Votre créneau d'humour illusionniste, à la fois comédien et magicien, ébouriffant d'énergie, séduit les enfants de 7 à 77 ans. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.